Vous écoutez Israël, les ministres du chaos, deuxième partie. Je m'appelle Amal Orabi. Je suis palestinien, citoyen de l'État d'Israël. Je suis avocat et défenseur des droits de l'homme. Pour moi, c'était important de vous amener dans ce quartier qui représente l'histoire de la population palestinienne à Haïfa, mais aussi globalement en Israël. Ce quartier était un quartier palestinien où vivaient les Palestiniens fortunés de Haïfa avant la Nakba. La Nakba, le désastre en arabe. C'est ainsi que les Palestiniens nomment l'exode, conséquence de la création de l'État d'Israël. 150 000 Palestiniens restés sur place, eux, deviennent citoyens de l'État juif. Aujourd'hui, ils sont 2 millions à réclamer une égalité réelle, contestée par Itamar Ben-Gvir. Je veux une vraie démocratie qui garantit l'égalité pour tous, la souveraineté pour tous. Et je ne peux pas me taire face à la discrimination systémique de l'État. L'extrême droite en Israël veut nous mener au point de non-retour où les Juifs et les Arabes s'entretuent dans les rues. Mais c'est une erreur de blâmer uniquement Ben-Gvir. Les médias israéliens sont les premiers responsables. Ils ont fait de Ben-Gvir une rockstar. Ben-Gvir a eu porte ouverte tous les jours sur tous les plateaux de télévision. Il s'est invité dans le salon de chaque foyer israélien. Et ils ont fait l'impensable. Le laisser normaliser le racisme, normaliser la suprématie juive. Ce fut un long processus de plusieurs années. Ça a commencé avec la loi État-nation, quand le gouvernement a promulgué une loi qui dit qu'Israël est l'État du peuple juif et seulement du peuple juif, sans définir les frontières du pays. La loi État-nation est votée en 2018. Elle proclame l'hébreu comme unique langue officielle, reléguant l'arabe, langue maternelle de 20% des citoyens, à un statut spécial inférieur. Elle revendique Jérusalem unifiée comme capitale exclusive du pays, y compris Jérusalem-Est, conquise en 1967. Enfin, elle confère aux seuls juifs le droit à l'autodétermination. Cette réforme clivante sacralise l'idéologie de la droite nationaliste. Elle est accompagnée à la même époque de décisions dangereuses. En 2018, Benyamin Netanyahou autorise le Qatar à financer directement le Hamas, qui est au pouvoir à Gaza depuis 2007. Une stratégie de division pour affaiblir un peu plus l'autorité palestinienne au bénéfice du Hamas, pourtant classé terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Netanyahou est arrivé au stade où il leur payait une protection à travers les Qataris pendant des années. Ehud Barak, ancien Premier ministre. En moyenne, $1,5 milliard de dollars, dont la moitié a été utilisée pour l'infrastructure militaire pour construire des tunnels. Selon lui, tous ceux qui voulaient éviter à tout prix la construction d'un État palestinien devaient soutenir sa position qui disait qu'il fallait payer le Hamas et le renforcer. Smotrich est l'un des principaux idéologues de ce concept qui dit que 2 États, c'est mal. Adam Raz, historien. En 2015, c'est lui qui a dit qu'il valait mieux le Hamas à Gaza plutôt que l'autorité palestinienne. On lui disait « Comment c'est possible ? Ce sont nos ennemis. Avec l'autorité palestinienne, il y a des arrangements, il y a Oslo. Les services de sécurité travaillent ensemble. Sans cette collaboration sécuritaire, ça aurait été le chaos ici. » À partir de ce moment-là, le système Netanyahou déraille. Le Premier ministre est poursuivi dans 3 affaires de corruption et d'abus de confiance. Les manifestations appelant à son départ se multiplient. Plusieurs partis de la droite et du centre refusent de rejoindre ces coalitions. Entre 2018 et 2021, 4 campagnes électorales s'enchaînent centrées autour d'une seule question : pour ou contre Bibi ? Benyamin Netanyahou s'appuie sur des voix de la société civile et quelques médias partisans pour renforcer la polarisation autour des questions identitaires. Des voix comme celle de l'intellectuel Gadi Taub, un historien proche de la droite nationaliste, très actif sur les réseaux sociaux.
Si vous regardez ce qui se passe en Europe où s'affrontent les patriotes et les supporters de l'Union européenne, nous en avons notre propre version. Les nationalistes, patriotes, ce qui inclut tous les religieux, contre les progressistes extrémistes qui défendent la solution à un seul État, qui sont des agents de la globalisation. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas patriotes ? Oui. Au printemps 2021, Benyamin Netanyahou perd les élections. L'opposition négocie une nouvelle coalition qui inclut des partis de gauche, du centre et de droite, ainsi qu'un parti arabe, pour la première fois de l'histoire du pays. Un attelage hétéroclite qui ne tient qu'à un seul siège au Parlement. Alors que les partis négocient l'accord de coalition en mai, des événements violents éclatent dans les villes mixtes d'Israël, où résident côte à côte juifs et arabes. En plein mois du Ramadan, les violences se propagent dans le pays. Comme à Bat-Yam, où un Palestinien se fait lyncher en direct à la télévision. Itamar Ben-Gvir, qui s'apprête à entrer au Parlement pour la première fois, souffle sur les braises. Il choisit pour ses déplacements le quartier explosif de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Depuis des années, ce secteur est l'objet d'une bataille judiciaire de la part de colons pour expulser plusieurs familles palestiniennes. Et soudain, il y a Ben-Gvir, ce politicien qui représente l'anti-establishment. Il se met à parler de loi et d'ordre dans une veine très populiste. Ruth Margalit, journaliste. Il s'invite et il prononce un mot en hébreu, Meshilut, la gouvernance. Il affirme qu'il peut rétablir la sécurité en Israël en luttant contre les Palestiniens et contre les Arabes israéliens qui sont des citoyens de plein droit du pays. C'est comme ça qu'il a pu toucher le grand public. Ben-Gvir a compris que pour accéder au pouvoir, il devait dire « Ok, il ne faut pas tuer tous les Arabes, juste les terroristes. » Gilad Sadeh, ancien militant du mouvement CAR. Mais voilà qu'il traite Ahmed Tibi, un député du Parlement, de terroriste. Ahmed Tibi n'a jamais été condamné pour une action terroriste, alors que Ben-Gvir lui-même a été condamné pour complicité avec une organisation terroriste. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire ? Que tous les Palestiniens sont des terroristes ? Les outrances d'Itamar Ben-Gvir dans les rues en mai 2021 et au Parlement, Ayman Odeh, un député arabe israélien, les condamne. Le chef de la police de l'époque, qui est toujours l'actuel chef de la police sous les ordres de Ben-Gvir, a dit que celui qui a mis le feu dans le pays, c'est Ben-Gvir. Et Ben-Gvir, comme tout pyromane, a effectivement mis le feu au pays. Il a voulu en profiter. Mais je veux vous dire qui est le fautif principal. C'est Benyamin Netanyahou. C'est lui qui a introduit le discours violent dans la politique israélienne. Et ils sont tous les fils légitimes de cette approche de Benyamin Netanyahou. En à peine plus d'un an, Benyamin Netanyahou, devenu chef de l'opposition, parvient à faire tomber le gouvernement. Il lui reste à trouver des partenaires pour bâtir une nouvelle coalition. La folie du boycott absolu contre Netanyahou a laissé comme seule alternative au Likoud l'alliance avec les forces politiques les plus à droite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les ultra-orthodoxes et Ben-Gvir ont compris qu'une telle coalition préserverait le caractère juif de l'État, contre ceux qui portent ici une version locale des idées mondialistes. Un État pour tous les citoyens, un État non national qui inclut tous les citoyens. Smotrich et Ben-Gvir savaient que Netanyahou était l'homme le plus puissant d'Israël, le seul capable de réunir une coalition aussi puissante. Ils ne lui font pas nécessairement confiance. D'ailleurs, dans un enregistrement qui a fuité, Smotrich traite Netanyahou de menteur fils de menteur. Donc ils ont ficelé un accord écrit. Et il était clair que tous les deux deviendraient des ministres importants du gouvernement. Comme quelqu'un me l'a dit, c'est comme si Netanyahou allait chevaucher ces deux tigres. Charge au plus médiatique des deux leaders d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, d'attirer les voix. Le 13 octobre 2022, par exemple,
il surjoue la menace sécuritaire arme à la main à Sherjara, le quartier de Jérusalem-Est disputé entre colons et Palestiniens. Caméras et téléphones en embuscade assurent la viralité de la séquence sur les réseaux sociaux. La plupart des jeunes qui votent pour Ben Gvir aiment l'image de puissance qu'il dégage, le côté subversif et agressif. Ben Gvir montre aux gens qu'il est le shérif du quartier, qu'il n'a peur de rien. C'est un homme, un vrai, il saura maîtriser les Arabes. Un mois avant les élections, pendant que Netanyahou construisait cette coalition, les journalistes lui ont demandé « Est-ce que Ben Gvir va être ministre ?» Il a dit non, il ne le sera pas. Et pourtant, au soir des élections, le 1er novembre 2022, ce qui ne devait pas arriver se produit. La coalition de Benyamin Netanyahou remporte 64 mandats sur 120. La liste unie de Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir fait une percée historique avec 14 sièges. Tous deux savent que les portes des ministères leur sont désormais grandes ouvertes. Ce groupe a décidé d'éloigner Israël de sa vision démocratique et libérale pour aller vers une société religieuse, fermée, messianique, autocratique dans l'esprit d'Orban en Hongrie ou de Kaczynski qui dirigeait la Pologne. Pour son premier déplacement sur le terrain, le 3 janvier 2023, le nouveau ministre de la Sécurité nationale, en charge du maintien de l'ordre, choisit le lieu le plus sensible du pays à Jérusalem, l'esplanade des mosquées, que les Juifs appellent le mont du Temple. Il reproduit ainsi la provocation d'Ariel Sharon en 2000, qui avait engendré la seconde intifada. Troisième lieu saint de l'islam, c'est aussi le lieu le plus saint du judaïsme. Mais depuis la conquête du site en 1967 par Israël, un statu quo interdit aux Juifs d'y prier. Régulièrement, des messianistes proches d'Itamar Ben-Gvir défient ce compromis politico-religieux. Le ministre va réitérer cette provocation à 3 reprises en quelques mois. C'est un lieu sacré pour plusieurs religions. Et c'est pourquoi c'est de la dynamite. La montée sur le mont du Temple est un baromètre qui permet à Ben Gvir de contrôler la hauteur des flammes. C'est une action très provocante. Netanyahou ne peut pas le virer. Parce que si Netanyahou se séparait de Ben Gvir, alors son parti, Force juive, se retirerait de la coalition. Et cette coalition n'aurait plus la majorité. Donc la capacité du Premier ministre de donner des ordres à Ben Gvir est très limitée. Anshel Pfeffer, biographe de Netanyahou. Dans ce contexte, les plus radicaux comprennent qu'ils ont le champ libre. Suite à l'assassinat de 2 jeunes Israéliens en Cisjordanie, 400 colons orchestrent une expédition punitive sur la ville palestinienne d'Ouara dans la nuit du 26 au 27 février. Ils mettent le feu à des dizaines d'habitations et s'attaquent physiquement à des habitants palestiniens. Bilan, 1 mort et des centaines de blessés. C'est une période de tourment. La colère monte, la rage explose et les gens passent à l'action. Dvir Kariv, ancien agent des services secrets intérieurs. La question c'est pourquoi ça ne se calme pas? Ça dure plusieurs jours parce que Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Benyamin Netanyahou et tous les ministres n'osent pas qualifier cela de terrorisme. Si vous ne dites pas que c'est du terrorisme, vous dites aux jeunes colons radicaux, allez-y. Bezalel Smotrich a même dit que le terrorisme juif n'existait pas. Or ça existe. Invité d'une émission, Bezalel Smotrich apporte son soutien aux colons responsables du pogrom d'Ouara. Quelques jours plus tard, à Paris, il va encore plus loin lors d'un événement privé. Le peuple palestinien n'existe pas. Ces propos provoquent l'indignation sur la scène internationale. On les regarde comme des politiciens qui s'adressent à une audience internationale. Mais non, ils construisent une base électorale et ils se fichent de ce que les gens pensent d'eux à Paris, à Londres ou Washington. Dans le pays, la contestation gronde. Elle se focalise sur la réforme judiciaire qui vise à réduire le pouvoir de la Cour suprême. Les dirigeants des start-up, les universitaires, les fonctionnaires, les services sécuritaires, mois après mois, grossissent les rangs des cortèges dans la rue. Des milliers de réservistes annoncent même refuser de rejoindre leur unité si le gouvernement n'abandonne pas son projet.
Aux États-Unis, on s'inquiète de la dérive du gouvernement. Au départ, Netanyahou explique aux Américains que tout est sous contrôle. Smotrich, Ben-Gvir, ce sont des jeunes, alors que lui, c'est un homme d'État. Il sait comment faire. Tzipi Livni, ancienne ministre de la Justice. Soudain, les Américains découvrent que ça n'est pas le cas. Soit il ne le veut pas, soit il n'y arrive plus. Et il n'a pas seulement perdu une invitation à la Maison-Blanche. Il a aussi perdu toute crédibilité en tant que dirigeant. Même si je ne suis pas certaine qu'il en avait encore. Israël a-t-il les moyens de passer outre la défiance des États-Unis, jusque-là soutien indéfectible ? Quelques mois plus tard, une des plus grandes tragédies de l'histoire du pays va démontrer le contraire. Ce cri est celui de Maya Regev, 21 ans. Le 7 octobre, avec 2000 personnes, elle participe au festival Nova dans le sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière avec Gaza. À l'aube, il se retrouve sous les balles de terroristes palestiniens. 3000 Gazaouis, sur instruction du Hamas, ont franchi le mur qui sépare l'enclave de Gaza d'Israël. Ils s'attaquent par surprise à toutes les localités avoisinantes, dont beaucoup de kibboutz. Près de 1200 personnes sont tuées, 240 sont prises en otage, dont Maya. Pendant des heures, les Israéliens du sud du pays sont livrés à eux-mêmes. Des femmes ont été violées, des hommes tués, des bébés ont été tués devant leurs parents, des parents ont été tués devant leurs enfants et des gens ont été kidnappés. L'État s'est effondré. Les services publics ont failli. Les citoyens ont dû assumer toutes les fonctions que le gouvernement est censé assurer en situation d'urgence. Il y a eu un échec incroyable du système du renseignement, du système qui devait agir sur le terrain, l'opération militaire. On a mis plus d'une journée pour tout mettre en place, avant que l'armée commence à fonctionner. Quand Benyamin Netanyahou réagit enfin publiquement, c'est pour lancer la guerre contre le Hamas, sans un mot de compassion pour les victimes. Le pays, sonné, espère enterrer pour un temps les divisions des derniers mois pour mener une guerre perçue comme existentielle. Plusieurs partis d'opposition proposent de former un gouvernement d'union nationale, à la condition du départ d'Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Netanyahou refuse. Seul le parti du centriste Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée, rejoint la coalition. Il y restera 8 mois avant de démissionner. Heureusement, Biden a compris tout de suite les enjeux. Il a annoncé directement qu'il allait nous envoyer des porte-avions. Il est venu aussi en Israël très vite, Biden, un geste incroyable. L'une des choses les plus importantes que Biden ait faites quand il est arrivé ici, alors que Bibi Netanyahou était confus, c'est de dire « Dante, ne tentez rien ». À l'Iran et aux Libanais, au Hezbollah, faites attention, je suis ici. Vous ne vous confrontez pas seulement à Israël, mais aussi à l'Amérique. Parce que dès le début commencent des tensions avec le Hezbollah. Il y a le risque d'une expansion de la guerre au nord, puis d'une guerre régionale. La réponse militaire de l'armée israélienne est massive et brutale. La population civile de Gaza est en première ligne. La guerre s'annonce longue et meurtrière. Des dizaines de milliers de morts, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Des centaines de milliers de déplacés et des zones entières détruites. L'enclave est inaccessible aux médias internationaux. Des civils commencent à documenter le calvaire sur les réseaux sociaux, tandis que les civils de Gaza affrontent une tragédie sans précédent. Les Israéliens, eux, sont aux prises avec leur propre traumatisme. 5 mois plus tard, l'unité nationale s'est fissurée en Israël. Chaque samedi soir, des dizaines de milliers d'Israéliens
se réunissent devant le musée de Tel Aviv, rebaptisé Place des Otages. À ce moment-là, le Hamas détient toujours 133 captifs à Gaza. Des visages que les Israéliens ne veulent pas que le monde oublie. Des visages comme celui de Carmel Gat, enlevé au kibbutz Be'eri le 7 octobre. Je m'appelle Gil Dickman et je suis le cousin de Carmel Gat, otage à Gaza. Le 7 octobre à 10h30 du matin, les terroristes sont entrés par effraction dans la maison de mon oncle et de ma tante au kibbutz Be'eri. La première à les voir a été Kinneret, ma tante, qui a été tuée. Elle a vu les terroristes entrer dans le salon et elle a fait signe à mon oncle qu'ils arrivaient. Mon oncle s'est réfugié dans la salle de bain de la chambre. Par la fenêtre, il a pu voir comment ils kidnappaient sa fille, Carmel. C'est la dernière fois que nous l'avons vue. C'est en fait la dernière chose que nous savons avec certitude. L'unité des premiers jours a laissé place à une grande colère portée par les familles des otages. Les premiers jours, le Premier ministre parle, le ministre de la Défense parle, et il déclare qu'il y a 5 objectifs pour la guerre. Aucun d'eux n'est la libération des otages. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, mais aussi ministre délégué à la Défense, parle le 7 octobre au soir dans un conseil d'urgence politico-sécuritaire. Si vous voulez tirer, tirez. Nous devons entrer en force dans Gaza sans trop penser aux otages. La question des otages n'était pas prioritaire pour l'État d'Israël. Il se peut même qu'ils aient simplement envisagé d'y renoncer. Le Forum des familles d'otages investit rapidement tous les lieux de pouvoir, à commencer par le Parlement. Et c'est ici que Gil Dickman est confronté pour la première fois à Itamar Ben-Gvir. Le 23 janvier 2024, son parti réunit une commission pour discuter un projet de loi instaurant la peine de mort pour les terroristes palestiniens. Quelques minutes avant que la discussion commence, j'ai croisé Ben-Gvir par hasard. J'ai tenu cette pancarte avec la photo de Carmel. Je lui ai dit « Itamar, ma cousine est otage en ce moment. La discussion que vous organisez va mettre sa vie en danger. S'il vous plaît, pas maintenant. » Et il m'a caressé la joue comme ça, et il m'a dit « Je vais le faire quand même. » Alors que la discussion se termine, Itamar Ben-Gvir se lève, marche vers moi et me serre dans ses bras. Je lui ai tout de suite dit de ne pas me serrer dans ses bras. Et il m'a serré plus fort. Il m'a embrassé sur la tête. Il m'a dit « Je t'aime ». Les extrémistes exploitent cyniquement les familles d'otages pour que le chaos s'étende, et dans le but d'en tirer un profit politique. Itamar Ben-Gvir joue sur la peur légitime des Israéliens. Il en profite pour faire avancer une promesse de campagne, augmenter massivement l'armement des civils. Il allège les critères d'attribution de port d'armes. Il lance une campagne de distribution massive. À qui distribue-t-il des armes ? À ses partisans, à des extrémistes. Ces armes provoqueront un désastre. Nous vivons à une époque où le populisme monte partout dans le monde. Un monde où il y a des gens comme Trump, Orban, Bolsonaro au Brésil, Modi en Inde. Chez nous, c'est Ben-Gvir. De son côté, Bezalel Smotrich, en charge de l'administration civile dans les territoires occupés, décide lui aussi d'avancer ses pions. Alors que tous les regards sont tournés vers Gaza, il annonce début 2024 la construction de 3500 nouveaux logements en Cisjordanie, la saisie de 800 hectares de terres palestiniennes par l'État et la reconnaissance de 68 nouvelles implantations illégales. Un record depuis 25 ans. En d'autres termes, Smotrich est prêt à ce que la société israélienne vive des affrontements en permanence. Il pense qu'avec les Arabes, il n'y a qu'une seule manière de faire, mener une guerre constante. Dans ce climat, sur le terrain en Cisjordanie, les colons les plus radicaux se sentent libres d'agir en toute impunité, comme ce 13 octobre à Hatouani, au sud d'Hébron. Le Palestinien victime du tir sans sommation s'appelle Zakaria Al-Adra. Ce résident du village demandait aux 2 colons radicaux en civil, armés, et aux militaires qui les accompagnaient de partir.
il survivra à ses blessures. Depuis le début de la guerre jusqu'au 12 août 2024, l'ONU a recensé en Cisjordanie 1250 attaques de colons et comptabilise par ailleurs la mort de 609 Palestiniens, dont 146 enfants. Les Américains décident d'envoyer un message clair, suivi par la France, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ils imposent des sanctions contre des colons radicaux, parmi lesquels des proches d'Itamar Ben-Gvir. Les gens qui ont été sanctionnés ne sont pas les plus radicaux. Je pense que c'est un avertissement. Commencez à vous occuper de ce phénomène, sinon nous vous donnerons un carton rouge. Un carton rouge pourrait être par exemple une sanction contre Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich. Le carton rouge prend la forme d'un changement de ton du plus grand soutien d'Israël, le président américain, le 8 mars 2024, lors du discours annuel de l'État de l'Union devant le Congrès américain. Joe Biden condamne les meurtres de civils palestiniens et défend la solution à 2 États. Joe Biden est alors encore engagé dans une campagne électorale face à Donald Trump, avant de céder sa place en juillet à Kamala Harris. Il négocie aussi depuis de longs mois un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. La réticence de Benyamin Netanyahou à négocier la fin de la guerre et à mettre fin aux violences débridées des partisans de Smotrich et Ben-Gvir entrave ses projets. En quelques semaines, nous perdons le soutien des opinions publiques en Occident. Quelques semaines plus tard, nous perdons le soutien des gouvernements libéraux. Et 2 mois plus tard, nous perdons aussi les États-Unis. Ehud Barak, ancien Premier ministre. Nous savions que ça arriverait. Netanyahou l'a volontairement ignoré. Israël avait l'impératif de mener une opération à Gaza. Mais nous devons maintenir une position morale supérieure qui démontre au monde que nous sommes dans notre bon droit, même si nous devons agir avec dureté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons face à un choix binaire. Il faut choisir. Nous disons oui à Ben-Gvir et Smotrich, et non à Biden, et contre un accord avec les Saoudiens. Ou nous disons l'inverse, un grand non à Ben-Gvir et Smotrich. Dans ce choix, nous sommes obligés de choisir Biden. Nous aurions dû faire ce choix dès la première semaine. L'influence d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich sur la politique nationale et internationale d'Israël n'est pas un accident. Elle est le résultat d'une dérive radicale continue dont Benyamin Netanyahou fut l'initiateur. Pour eux, qu'importe l'avis de la Cour internationale de justice, déclarant illégale la présence d'Israël dans les territoires occupés, ou le danger d'une extension du conflit à un affrontement direct avec l'Iran. Malgré la guerre, malgré la peur, les progressistes israéliens sont retournés dans la rue pour s'opposer au gouvernement et réclamer une stratégie d'après-guerre, la libération des otages et la démission du Premier ministre. Pourtant, rares sont ceux à estimer que cette guerre va trop loin. Iront-ils jusqu'à appeler à la fin de l'occupation et à une paix juste avec les Palestiniens ? Seule certitude pour les progressistes, les 2 mauvais génies de la droite radicale israélienne et leurs partisans feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s'y opposer. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Israël, les ministres du chaos est un podcast coproduit par Initial Studio et Yuzu Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Yuzu Productions, écrit par Jérôme Sesquin et Nitzan Perelman et réalisé par Jérôme Sesquin. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.